Coucou tout le monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo autour de la littérature. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous présenter quelques-uns de mes classiques préférés et comme c'est les vacances d'été je me suis dit que c'était l'occasion. Je pense qu'à ce stade j'ai perdu la moitié de mon audience parce que c'est pas un sujet qui emballe beaucoup de personnes et j'en suis consciente, mais il me tient vraiment à cœur et j'ose espérer que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est quand même parce que vous vous intéressez un minimum à la lecture et que vous pourrez découvrir certains de ces livres. Je tiens juste à m'excuser pour ma voix cassée, mais je viens d'avoir mon bac et j'ai enchaîné les soirées avec mes amis, donc voilà, j'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un roman dystopique d'anticipation qui présente une société totalitaire dominée donc, par un État qui cherche à détruire toute forme de culture et à déposséder les individus de leur esprit critique en envoyant des pompiers, non pas éteindre des feux, mais brûler les livres que certains habitants cachent chez eux, mais aussi à contrôler la population à travers différents dispositifs technologiques, à favoriser les relations virtuelles au détriment des liens affectifs humains, et aussi à rompre la relation de l'homme à la nature et à la remplacer par une injonction à la productivité technologique. Et en fait, le personnage principal, Guy Montag, un pompier qui commet des auto-da-fé depuis des années, va progressivement prendre conscience des travers de cette société grâce à Clarisse, sa voisine, qui est bien plus jeune que lui. Elle a 17 ans environ dans mon souvenir. Et en fait, c'est une marginale, elle vit à contre-courant de la plupart des citoyens. Elle rejette tous les impératifs de l'État et elle préfère nouer des liens humains, se promener dans la nature, prendre le temps de réfléchir par elle-même, d'observer le monde qui l'entoure avec un regard très lucide en fait. Mais un jour en fait elle va disparaître, je vous laisse découvrir pourquoi. Sauf que les conversations qu'elle aura eues avec Guy Montag auront suffi à déteindre sur lui et à le pousser à se rebeller contre l'ordre établi. Je vous laisse découvrir comment il s'opposera à l'État et quelles conséquences ça entraînera pour lui. En tout cas, je vous conseille vraiment cette lecture, peu importe vos goûts littéraires, parce que en le lisant, en fait, on est amené à réaliser que certains aspects de l'univers dystopique dépeint par l'auteur ne sont que des exagérations des dérives de notre société actuelle. Je pense notamment à l'injonction à la productivité, au déclin de l'intérêt que les gens accordent à la littérature, mais aussi à la place qu'occupent les médias et la technologie. Donc en fait, c'est vraiment une lecture très intéressante, même si le roman a été publié en 1953. Il y a énormément de résonance avec notre société actuelle, et je pense vraiment que c'est une lecture qui catalyse une réflexion sur le monde qui nous entoure et qui nous laisse entrevoir ce que serait notre société dans un scénario catastrophique où tous ces travers seraient grossis. Donc franchement, je vous conseille vraiment cette lecture, j'ai adoré. C'est un livre qui nous amène à nous poser plein de questions et je trouve que le style de l'auteur est aussi agréable, donc dans sa traduction en tout cas. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture. Alors, le prochain roman dont je vais vous parler, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il fallait absolument que je le mentionne dans cette vidéo parce que c'est un de mes auteurs préférés. Et j'aurais pu vous parler des Misérables parce que c'est le premier roman que j'ai lu de lui en 4e et il m'avait vraiment déchirée. Ça avait été une expérience hyper intense. Je pense qu'on peut dire que c'est le livre qui m'a donné le goût de la littérature. Je me souviens que j'avais vraiment ressenti des sensations physiques très fortes, tellement que j'avais été révoltée par les injustices subies par les personnages et la misère décrite. Mais la raison pour laquelle j'ai préféré vous parler de Notre-Dame de Paris dans cette vidéo, c'est que, en fait, il y a deux raisons. Premièrement, je l'ai lu il y a longtemps en version abrégée, donc je préfère le relire dans sa version originale pour pouvoir me forger un avis plus valable. Mais c'est un gros pavé, donc je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça. Et deuxièmement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai peur de trouver le livre un peu trop manichéen. Je sais que ça me toucherait toujours autant, mais j'ai l'impression que je serais plus gênée aujourd'hui par
la très nette séparation entre les gentils et les méchants. À voir, il faudrait que je le lise dans sa version originale pour vous en dire plus. En attendant, je vais vous parler de Notre-Dame de Paris que j'ai aussi lu en version abrégée parce que je n'ai pas le temps de lire des pavés, ce qui est bien dommage. Je vais vous faire un petit résumé même si je pense que vous connaissez l'histoire dans les grandes lignes vu le nombre d'adaptations qui ont été réalisées. Mais après comme elles sont pas toujours fidèles, je pense que ça peut pas faire de mal de résumer l'histoire. Bref, je parle trop. Donc l'intrigue se déroule au XVe siècle. Dès le début du roman, on est immergé dans un univers médiéval. Au milieu des spectacles de rue, on rencontre Quasimodo, le sonneur de cloche, qui reçoit le titre de pape des fous en raison de sa laideur, parce qu'en plus d'être sourd, il est borgne et bossu. On rencontre aussi Esmeralda, une jeune bohémienne qui danse avec sa chèvre Djali, sous les yeux médusés des passants, à l'exception de Claude Frollo, un prêtre austère qui l'insulte. Oh, c'est pas vrai, il y a des travaux. Oh non, c'est pas vrai. Sauf qu'en fait, on va pas tarder à découvrir que cette haine qu'il lui témoigne dissimule un désir charnel malsain qu'il éprouve pour elle en fait. Et il va tout faire pour la soumettre à lui. Il est vraiment prêt à tout, rien ne l'arrête, pas même le capitaine Phébus qui est épris d'Esmeralda. Il se voue des sentiments réciproques, il va essayer de la protéger. Ensuite, Claude Frollo va jusqu'à demander à son fils adoptif Quasimodo de devenir son complice pour l'aider à s'emparer de la jeune femme, mais il refusera. Ce qui n'arrêtera pas Claude Frollo qui est vraiment prêt à tout pour subjuguer la jeune femme et c'est lui qui précipitera la fin tragique de l'histoire. En tout cas, j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment été happée par les nombreux rebondissements de l'histoire. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Quasimodo aussi, à travers lequel Victor Hugo cherche à dénoncer l'importance qu'on accorde à l'apparence physique extérieure au détriment de la beauté intérieure. J'ai beaucoup admiré la force de caractère d'Esmeralda aussi, parce qu'elle refuse de se plier aux avances de Claude Frollo. Elle rejette cette domination masculine, elle s'affirme vraiment, ce qui n'allait pas forcément de soi pour une femme à l'époque. Et puis j'ai encore une fois beaucoup apprécié la portée engagée de l'œuvre. On retrouve une dénonciation des injustices sociales comme dans Les Misérables et une critique de la barbarie de la peine de mort comme dans Le Dernier jour d'un condamné. Donc franchement je ne peux que vous recommander ce roman. Et si vous le lisez ou que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est l'œuvre de Zola. C'est l'histoire d'une quête d'absolu, d'une recherche de la perfection artistique qui va déboucher sur une fin tragique. En fait, on suit Claude Lantier, un peintre qui appartient au mouvement plein air. Donc il rejette les codes de la peinture néoclassique et romantique pour au contraire prôner un coup de pinceau plus libre qui permettrait d'insuffler une forme de vie aux objets peints. Et en fait, quand il rencontre Christine, une jeune provinciale perdue dans Paris, il désire l'utiliser comme son modèle à son insu. Finalement, il tombera amoureux et elle acceptera de poser pour lui. Mais en fait, elle va vite se sentir reléguée au second plan parce qu'elle comprend qu'il n'a Dieu que pour ses œuvres et qu'elle passera toujours après. En fait, c'est un artiste qui est perfectionniste et qui est animé par une fièvre du travail qui le pousse à toujours vouloir se surpasser. Il estime que ses toiles ne sont jamais assez vivantes. Il cherche toujours à les améliorer, à les rendre plus réalistes, plus mouvementées. Mais en fait, il échoue constamment parce qu'il se fixe des objectifs inatteignables. Il va finir par réussir à faire exposer sa toile au Salon des Refusés, mais elle le couvre de ridicule, elle fait la risée de tous et c'est un échec qui le mine profondément. Il ne s'en remet pas, rien ne le console, pas même ses amis. Et en ce sens, il incarne vraiment l'artiste maudit qui n'arrive pas à coucher de son génie et qui se heurte à une société conformiste qui ne comprend pas son talent et son innovation artistique en fait. En revanche, il ne baissera jamais les bras, il continuera jusqu'au bout à essayer de tendre vers cet idéal inaccessible qu'il vise, quitte à négliger sa femme et le fils qu'il a eu avec elle, et donc à précipiter la fin tragique de l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman. Premièrement, sur le plan stylistique, la plume de Zola est exquise. Il nous livre des descriptions très poétiques, colorées et un peu fragmentaires à l'image du style impressionniste en peinture. C'est très intéressant de voir qu'il
qu'il essaye de créer un écho entre le mouvement artistique auquel appartient Claude Lantier et l'écriture qu'il adopte. Je sais pas si ça avait du sens ce que j'ai dit, mais sinon pour ce qui est du contenu, c'est vraiment un livre qui aborde des thématiques qui m'intéressent beaucoup, que ce soit le travail de l'artiste, le perfectionnisme, la peur de l'échec, mais la persévérance aussi, la fièvre du travail. Enfin, c'est que des thèmes qui me parlent pour la plupart. Et en fait, de voir que l'auteur réussit à mettre des mots si justes dessus, c'était vraiment un pur plaisir pour moi. J'adore vraiment cette œuvre, je pense que c'est mon roman préféré de là. J'en ai vraiment pas lu assez pour décréter ça, mais pour l'instant, c'est celui que j'ai préféré. Et je vous le conseille vraiment, d'autant plus si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, parce que c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture. Ensuite, je voulais vraiment vous présenter une œuvre de Stefan Zweig, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai hésité entre La confusion des sentiments, 24 heures de la vie d'une femme et Lettre d'une inconnue. Et c'est cette nouvelle que j'ai choisie finalement, parce que je pense que c'est quand même celle qui m'a le plus marquée. En fait, on découvre une lettre anonyme envoyée par une femme dont on ignore l'identité, à Monsieur R, un romancier qui était son voisin pendant quelques temps quand elle était adolescente et dont elle est tombée éperdument et obsessionnellement amoureuse. Elle raconte en fait qu'ils ont passé plusieurs nuits ensemble mais qu'il l'a vite oublié après. Elle est tombée enceinte de lui mais il n'a jamais su et ils se sont recroisés ensuite plus tard dans sa vie mais il ne l'a jamais reconnu. Et en fait dans cette lettre elle lui apprend qu'il a vraiment tout été pour elle alors qu'elle n'a jamais rien été pour lui puisqu'il enchaînait les relations passagères avec différentes maîtresses, il papillonnait d'une femme à une autre, enfin c'était vraiment un homme qui avait une vie sentimentale instable et qui ne connaissait que des relations éphémères. Et en fait elle lui montre qu'ils ont vécu leur histoire de façon radicalement différente, elle avec passion et lui avec indifférence. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est vraiment une nouvelle déchirante qui m'a beaucoup plu. Je trouve que Stefan Zweig analyse toujours très bien les mécanismes psychologiques qui nous régissent et les sentiments humains. Dans toutes les œuvres que j'ai pu lire de lui, à chaque fois, on retrouvait cette finesse d'analyse des émotions. Et je trouve qu'on voit vraiment l'influence que Freud, qui était son ami, a exercée sur lui dans ses textes. En tout cas, je ne peux que vous recommander cette lecture. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur ou une grande lectrice, c'est vraiment une nouvelle très accessible, facile à lire. Et je pense que le thème de l'amour unilatéral peut vraiment toucher tout le monde. Donc je vous incite vraiment à découvrir cette nouvelle. Un autre roman qui m'avait beaucoup plu, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. En fait, on suit l'histoire de Dorian, un jeune homme à la beauté éblouissante, qui est admiré par tout le monde et dont le peintre Basil Hallward va faire un portrait très réaliste. En voyant le résultat, Dorian va être complètement émerveillé. Il est très flatté de se voir sous un si beau jour, si je puis dire. Et donc il va décider de conclure un pacte faustien en fait. Il souhaite que le portrait s'enlaidisse et vieillisse à sa place pour garder sa jeunesse et sa beauté. Et en fait son vœu ne va pas tarder à être exaucé puisque il se laisse atteindre par la mauvaise influence de Lord Henry qui va essayer de le pervertir en fait. C'est comme ça qu'il se retrouve à commettre une action inhumaine et en rentrant chez lui il constate que le portrait subit les conséquences de son immoralité en fait. Il comprend que la peinture est devenue le miroir de son âme et il va donc essayer de se racheter dans un premier temps mais il finira par se laisser gagner par la mauvaise influence de Lord Henry et il choisira donc la voie de l'immoralité puisqu'il sait qu'il est à l'abri de l'enlaidissement physique. Ses mauvaises actions ne se reflèteront pas sur son visage en fait. C'est comme ça qu'il se retrouve à commettre un crime absolument atroce. Et en fait, à la fin du roman, quand il découvre l'état déplorable de son portrait, il va le poignarder. Et là, un phénomène absolument surnaturel va se produire. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. En tout cas, j'ai adoré ce roman parce que il renferme plein de réflexions philosophiques, que ce soit la notion de bien et de mal, l'origine de la conduite immorale, l'influence des autres qui nous dépossèdent de notre libre arbitre, ou le culte de la jeunesse et donc la peur de vieillir, la volonté d'accéder à une forme d'immortalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rôle de l'art. Enfin, en fait, c'est vraiment un livre très très riche qui stimule la réflexion. Si vous vous intéressez à la littérature, à la philosophie ou à l'art,
C'est vraiment un incontournable, moi je l'ai adoré. Donc je vous le recommande vraiment, comme à chaque fois, je fais que me répéter. L'avant-dernier roman dont je voulais vous parler, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Si vous étiez en première cette année, vous le connaissez par cœur vu qu'il était au programme du bac de français 2022. Mais pour les autres qui ne l'auraient pas lu, je vais vous faire un petit résumé. En gros, l'action se situe au XVIe siècle, à la cour du roi Henri II. On suit l'histoire de Mademoiselle de Chartres, une adolescente qui a reçu une éducation très rigide de la part de sa mère et qui, une fois mariée au prince de Clèves, va tomber sous le charme du duc de Nemours lors d'un bal. Un amour réciproque mais illicite naît entre eux. Et en fait, Madame de Chartres, la mère de la princesse de Clèves, s'en rend compte. Donc elle ordonne à sa fille de lutter contre cette passion naissante parce qu'il faut absolument qu'elle conserve sa vertu et qu'elle reste loyale à son mari. Donc en fait, la princesse de Clèves décide de s'isoler de la cour pour mieux résister au duc de Nemours. Mais son mari va la rappeler à Paris et elle va devoir à nouveau dissimuler ses sentiments. Elle s'efforce d'y parvenir, mais par moments, elle va laisser paraître certaines de ses émotions. Le duc de Nemours perçoit ces indices qui vont le réconforter puisqu'il se sait aimé de la princesse, mais elle retournera se réfugier à la campagne pour mieux lui résister et elle finira par trouver un moyen inédit pour se protéger contre sa propre passion. Je vous laisse découvrir lequel c'est et s'il fonctionnera ou pas. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman quand je l'avais lu il y a quelques années. La plume de Madame de Lafayette est très délicate. On est dans la préciosité, donc il y a vraiment une élégance du style qui m'a beaucoup plu. Et puis je trouve que la romancière décrit très bien la psychologie humaine. Elle montre vraiment le tiraillement de la princesse de Clèves entre son amour et son devoir moral, c'est-à-dire sa loyauté envers son mari. Et même si aujourd'hui les codes sociaux ont changé, je pense que c'est un roman qui reste d'actualité parce que l'amour illicite existe encore sous plein de formes. Et moi j'ai vraiment été fascinée par le personnage de Madame de Clèves qui doit se faire violence vraiment pour maîtriser ses sentiments. Et voilà, après je sais que c'est pas un roman qui plaira à tout le monde parce qu'il est quand même vraiment marqué par l'esthétique de l'époque. Mais si vous vous intéressez à la littérature ou à l'histoire, même à la psychologie, c'est vraiment un livre qui peut vous plaire à mon avis. Pour terminer, la dernière œuvre dont je voulais vous parler, c'est ni un roman ni une nouvelle, mais une pièce de théâtre, un drame romantique plus précisément, Les Caprices de Marianne de Musset, qu'on a étudié l'année passée dans le cadre du cours de français en première. D'ailleurs, ça explique peut-être l'état de mon livre qui est un petit peu déchiré, mais franchement j'ai beaucoup aimé et comme c'est une pièce assez courte, je me suis dit que les gens qui apprécient peut-être moins la littérature que moi pour être intéressé. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'intrigue. Célio est un jeune noble mélancolique qui est éperdument amoureux de Marianne, une jeune puritaine mariée à Claudio qui respecte ses devoirs, se montre très vertueuse et rejette donc avec fermeté toutes ses avances. En fait on comprend que ce qui l'effraie le plus c'est pas tant l'amour mais plus la façon que Célio a de l'aimer, puisqu'il lui voue une passion absolue qui l'étoufferait en fait, parce qu'elle est trop exclusive. En tout cas, Célio ne se décourage pas au début de la pièce, il demande à son meilleur ami Octave, un libertin désenchanté, de lui servir d'entremetteur et de plaider sa cause auprès de Marianne. Mais en fait, il va y mettre tant d'ardeur qu'il finit par attirer l'amour de Marianne sur lui-même, pas sur son ami Célio. Il y a une grande connivence intellectuelle qui va se nouer entre eux, et lorsque Marianne prend conscience de sa passion, elle va essayer de se protéger derrière le masque du mariage. Elle utilise son mari pour éloigner Octave d'elle, sauf qu'en fait au bout d'un moment elle ne va plus supporter le joug de son mari et elle va décider de se révolter. Il y a son orgueil et son féminisme qui éclatent et qui la pousse à demander à Octave de lui trouver un amant. Elle sous-entend qu'elle aimerait que ce soit lui, mais lui préfère rester fidèle à Célio. Donc il l'envoie à sa place sous ses croisées la nuit venue. Sauf qu'il reçoit un message de Marianne qui lui dit que Claudio, son mari, a placé des assassins et un quiproquo entraînera la fin tragique de la pièce. J'en dis pas plus, je pense déjà que j'en ai trop dit, je suis désolée. En tout cas, j'ai adoré cette pièce pour plusieurs raisons. Premièrement, le style est très agréable en fait, il y a beaucoup de
de tirades ou de monologues lyriques ou polémiques, mais qui sont à chaque fois très imagés. L'auteur emploie beaucoup de métaphores parce qu'en fait, au moment où il publie la pièce, il n'écrit plus pour être joué mais pour être lu. Donc en fait, c'est une écriture qui est propice à la lecture. Sinon, j'ai trouvé les thèmes abordés très intéressants, que ce soit le mal du siècle, les faux semblants, le féminisme, les dilemmes de l'amitié, les différentes conceptions de l'amour qui s'affrontent. On a celle de Célio qui voue un amour pur, absolu, exclusif à Marianne, le libertinage d'Octave à l'inverse, et puis la conception de l'amour de Marianne qui est inséparable de l'amour propre en fait et du désir d'indépendance. Et enfin je trouve que les 3 personnages principaux sont tous très touchants à leur manière. Donc c'est vraiment une pièce qui m'a beaucoup plu et je vous conseille de la lire. C'était le mot de la fin, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou alors à me dire si vous comptez en lire certains. Sinon, je serais hyper contente de savoir quels sont vos livres préférés à vous, que ce soit des classiques ou des contemporains. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!